avant d'arriver à Barthes, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc j'ai voulu m'intéresser moins à la valeur elle-même, en elle-même qu'à son énonciation, c'est-à-dire plus à l'évaluation qu'à la valeur. Et ce qui m'intéressait donc, c'était d'interroger la place que le discours critique accordait à l'évaluation, discours critique qui, dans le langage commun, paraît synonyme d'évaluation. Critique, on l'associe traditionnellement au jugement. Alors, le constat que j'ai fait, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, c'est que cette question a souvent et longtemps été posée plutôt de l'extérieur, ce que disait Anaïs tout à l'heure. En prenant les exemples de Bourdieu et Schaeffer, on pourrait en prendre d'autres. Il y a cette impression que la question de la valeur esthétique, la valeur littéraire en particulier, est une question plus philosophique, sociologique ou posée par les sciences humaines qu'une question proprement critique ou littéraire. Alors évidemment, notre présence contredit ma position, mais c'est notre présence ici, mais c'est justement le renouveau de cette question de la valeur dans les questions, dans les études littéraires, viendrait de stimuli extérieurs. Alors pourquoi, pendant longtemps et dans les grands débats théoriques, cette absence ou cette espèce de négligence à l'égard de la valeur et à l'égard de la question de l'évaluation. Alors, pourquoi ce paradoxe d'une question pourtant essentielle à la critique littéraire et pourtant occultée en quelque sorte? Je poserai l'hypothèse que ce silence provient d'une aporie que représenterait plus exactement la question de la valeur et de l'évaluation pour la critique littéraire. Alors, qu'est-ce que j'entends par aporie? L'idée que d'une part, il serait impossible dans l'univers moderne d'affirmer une valeur et des critères d'évaluation stricts et universels, et d'autre part, qu'il est symétriquement impossible, lorsqu'il est question d'art et de littérature en particulier, de négliger et d'ignorer la question de l'évaluation. Je détaille un petit peu cette aporie. Pourquoi serait-il impossible d'affirmer, pour le discours critique, d'affirmer une valeur? Parce que l'évaluation, j'en reste, je ne vais pas m'étendre sur des questions philosophiques et esthétiques plus larges, je reste dans le domaine de la critique. L'évaluation est regardée plus comme une imperfection, comme une tare dans un discours critique, comme pour un discours critique qui se veut, qui demande une légitimation comme discours de savoir sinon scientifique, du moins rigoureux, et l'évaluation représenterait pour ce discours une forme d'arbitraire, tout ce que dénonce justement Bourdieu ou Schaeffer, pour lesquels le discours critique justement cacherait cette évaluation. Et donc oui, tâche de la cacher le plus possible pour asseoir une sorte de légitimité intellectuelle. À ce titre, justement, l'évaluation a souvent, si elle est évoquée, si elle est citée dans l'histoire du discours critique, c'est beaucoup plus en termes polémiques. C'est toujours l'autre, c'est toujours l'ennemi qui est l'évaluateur, c'est toujours lui qui est dans l'arbitraire, dans le subjectivisme, dans l'idéologie, et pas du tout dans la rigueur. Et je vais bientôt en venir à Barthes, ne vous inquiétez pas. D'autre part, pourquoi il est impossible, c'est la deuxième phase de l'aporie, pourquoi il est impossible d'ignorer l'évaluation et la valeur? Parce que le discours critique, dans le mouvement où il s'examine, où il se jauge, où il se retourne sur lui-même, ses formes et ses fonctions, se retrouve toujours confronté à cette question de la valeur, à partir du moment où il est confronté tout simplement au choix des œuvres. Alors, il m'a paru intéressant, le décor ainsi posé, de réfléchir à ce débat, à ces enjeux, dans l'œuvre d'un critique en particulier, qui est Roland Barthes. Alors, pourquoi Roland Barthes plus que d'autres? D'une part, eu égard à sa place dans l'histoire et la réflexion critique, comme
héros et emblème de la nouvelle critique, et analyste profond des formes du discours critique. Et d'autre part, étant donné le caractère ondoyant et pluriel de son travail, je trouvais intéressant d'essayer d'examiner comment ces différents Barthes se sont confrontés à la question, confrontés ou pas, plus ou moins explicitement, à la question de la valeur et de l'évaluation. Barthes lui-même se décrivait comme un sujet incertain, et il l'utilise souvent, notamment pour parler de son propre travail, l'image de la spirale, la forme de la spirale qu'il emprunte à Vico, et qui est la spirale qui est une manière pour lui de représenter une forme de répétition différentielle. C'est-à-dire je reviens à un point qui paraît semblable à un point précédent, mais je suis dans un tour de spirale supérieur. Alors dans mon article, j'essaie de montrer justement qu'entre autres facteurs et paramètres, la question et la confrontation avec cette aporie de l'évaluation est un des moteurs qui fait évoluer la pensée de Barthes et son rapport au discours critique. Alors, en quelques mots, je vais juste reprendre rapidement ce que j'ai essayé de montrer dans mon texte. Il y a d'une part le Barthes structuraliste, le Barthes des mythologies du degré zéro de l'écriture et des essais critiques, celui qui s'oppose à Raymond Picard dans la querelle de la nouvelle critique. Et dans cette querelle, au premier abord, la valeur, l'évaluation ne paraissent pas avoir une place essentielle. Elles ne sont pas évoquées au premier chef dans les arguments qui opposent les belligérants. La question est plus celle du statut du discours critique. Il s'agit plus d'opposer l'explication traditionnelle que représenterait Picard à l'interprétation plus moderne que Barthes entend défendre. Et à travers cette position d'interprète, il s'agit surtout de défendre un statut du critique comme écrivain au second degré, comme auteur, ce que, d'une certaine manière, qui va à l'encontre de la position classique du serviteur de l'œuvre et de son sens que représenterait Picard. Alors, la valeur paraît absente de ces débats que j'ai brossés vraiment très, très schématiquement, mais ils apparaissent dans Critique et Vérité, notamment, qui était la réponse de Barthes à Nouvelle Critique et Nouvelle Imposture de Raymond Picard, Nouvelle Critique ou Nouvelle Imposture de Raymond Picard, où Barthes, au passage, mais comme si c'était au second plan, se débarrasse de la question de la valeur en renvoyant la position explicative de son adversaire à celle justement de quelqu'un qui pose une doxa. Et l'évaluation ne serait que l'émanation d'une doxa, doxa étant pour Barthes le gros mot par excellence, ce qui fige arbitrairement, idéologiquement la pensée et la littérature, et ce qu'il faut à tout prix détruire, saper, ronger. Or, derrière cette position qui recoupe ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, celle de vouloir écarter du discours critique l'évaluation parce qu'elle serait arbitraire, idéologique, non sérieuse, non rigoureuse, derrière cette position apparemment ferme, on relève dans différents textes de Barthes des failles, comme des perplexités face justement à cette question de la valeur, et notamment de manière assez étonnante dans SZ, qui paraît être une sorte de couronnement du parcours structuraliste de Barthes, avec cette lecture, cette écriture d'une lecture, comme il le dit lui-même, du petit roman Sarrasine de Balzac. Le SZ commence par un paragraphe sur l'évaluation, sur la question de l'évaluation, qui paraissait complètement à l'écart des réflexions de Barthes, complètement ignoré par Barthes. Il propose même une sorte de couple de critères, le scriptible et le lisible. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les détails de tout cela, mais j'insiste juste là-dessus qu'il semble que peu à peu, le Barthes structuraliste, interprète, qui
s'intéresse avant tout au texte comme sens, comme matrice de sens et matrice de discours, et qui ignore la valeur comme donc doxa, semble tout d'un coup plus sensible, ou tout d'un coup peu à peu, plus exactement, peu à peu plus sensible à ces questions de valeur. Et j'en viens au deuxième Barthes, SZ représentant justement une sorte de charnière, le Barthes des années 70, celui qu'on identifie plus traditionnellement par le plaisir du texte, les fragments du discours amoureux également. Ce Barthes-là, qui a été beaucoup mis en avant, disons, dans la dernière décennie, notamment ce Barthes que Antoine Compagnon appelle à qualifier d'antimoderne dans son ouvrage Les Antimodernes. Ce Barthes serait revenu des supposés excès et abus de l'interprétation structuraliste et serait revenu à une position plus classique, et on attendrait que l'évaluation, la valeur et le jugement du connaisseur, au sens de l'amateur éclairé qu'il est, retrouvent une place importante dans son discours critique et dans sa réflexion sur le discours critique. Or, on s'aperçoit qu'à nouveau, il y a un déplacement. La valeur qui était ignorée, mise à l'écart, mise à l'encan même dans la première partie de son œuvre, parce qu'elle n'était pas compatible avec l'interprétation. Cette fois, elle est mise à l'écart parce qu'elle est trop tiède par rapport au discours amoureux, en quelque sorte. Si le verbe dominant du programme critique de Barthes dans la première partie de son œuvre était le verbe interpréter, dans la deuxième partie, il semble que ce verbe soit aimer, qu'on retrouve à de nombreuses reprises. Et le discours critique ne tendrait plus qu'au silence, ou sinon au silence, du moins à la pure constatation émerveillée, voire hébétée, c'est ça. Et le syntagme c'est ça revient à de nombreuses reprises dans les textes de Barthes. Marielle Massé a travaillé sur la présence de ce c'est ça. Bon, cette opposition entre aimer et interpréter, qui met à chaque fois la valeur à l'écart, qui ne laisse aucune place à l'évaluation, bien qu'elle soit travaillée par cette évaluation. On la retrouve dans le fameux texte de la Chambre claire, où Barthes oppose le studium et le punctum. Le studium, ça serait l'interprétation infinie, et le punctum, la fascination silencieuse ou tautologique pour la singularité de l'œuvre. Donc dans les deux cas, on a l'impression qu'entre discours interprétatif et discours amoureux, le discours évaluatif est toujours mis à l'écart. L'aporie demeure en quelque sorte, même si c'est elle qui fait travailler les changements du discours. Alors j'essaye de voir à la fin de mon article comment, dans les derniers textes de Barthes, et notamment dans son cours du Collège de France, la préparation au roman, on pouvait lire des indices d'un nouveau tour de spirale, dans la spirale qui travaille l'œuvre de Barthes et sa pensée, des indices d'une nouvelle réflexion sur la critique. Il évoque rapidement dans ses pages une critique pathétique qui s'intéresserait au moment de vérité dans l'œuvre. Il introduit une nouvelle manière d'envisager l'œuvre littéraire par rapport, quand il parle de critique pathétique, par rapport à l'effet qu'elle produirait sur le lecteur. Et donc voilà, j'essaye d'examiner comment Barthes aurait pu peut-être aboutir à une nouvelle pensée, non pas définitive évidemment, puisque la spirale n'a pas de fin, mais une pensée qui aurait replacé la valeur sous une nouvelle lumière et proposé peut-être une évaluation, une nouvelle place à l'évaluation, où on serait peut-être sorti de l'aporie, ou en tout cas on aurait tourné différemment autour de l'aporie.